Écoute, ils prendront en route. Donc, bonjour à tous. Ok. En bas à droite, ouais. Je vais vous expliquer après. C'est les trois auteurs de cette présentation. Donc, je vous fais un topo aujourd'hui plutôt sur les concepts de l'intelligence artificielle, dans la limite de ce que j'en ai compris. Et si vous avez des questions, ça sera surtout un support pour discuter et j'essaierai de répondre à d'éventuelles questions que vous avez. Donc, les auteurs, c'est moi. Le petit bateau, c'est un algorithme qui s'appelle Midjourney, qui va être responsable des images de Stopo, dans la grande majorité. Et j'ai posé 2-3 questions à ChatGTP, qui est le petit logo à côté, pour vous montrer un peu à quoi peuvent ressembler ces réponses dans la vraie vie. Globalement, voilà le plan de la présentation. Bon, voilà, on va le dérouler tranquillement ensemble. Et voilà, on commence un peu par un petit peu d'histoire, et notamment avec ce jeune homme, Alan Turing, qui finalement, vous allez le voir, est un des, pas des pères fondateurs, mais presque en tout cas de l'intelligence artificielle moderne et surtout informatique. On va discuter. Donc, l'intelligence artificielle, donc, c'est quelque chose qui remonte finalement à même l'Antiquité, où on discutait déjà de créer des machines qui pourraient expliquer, machines au sens large. Mais c'est vraiment vers 1940 finalement qu'on commence à explorer la possibilité de créer des machines et des ordinateurs capables de penser et de résoudre des problématiques complexes. Ça a été popularisé donc par Alan Turing, donc ce Britannique mathématicien assez génial et informaticien qui est connu pour la plupart d'entre vous, je pense, pour avoir décodé les codes des machines nazies, notamment Enigma pendant la guerre mondiale. Et d'ailleurs, on imagine que grâce à ça, on a diminué la durée de la guerre d'au moins 2 ans, donc c'était pas négligeable. Et donc, il a proposé d'ailleurs le fameux test de Turing dans les années 50, qui est un peu le gold standard pour évaluer en fait la capacité d'une intelligence artificielle à être intelligente. Et donc, ça consiste en fait à avoir un observateur qui, de façon aveugle, va discuter à la fois avec une intelligence artificielle et un humain de façon assez aléatoire. Et on dit que le test est positif s'il n'arrive pas à savoir si, à un moment T, il parle plutôt à un homme ou plutôt à une machine. Bon, ça preste à débat, mais globalement, c'est à ça que correspond le test de Turing. Ensuite, dans les années 60, on a les premiers algorithmes qui s'intéressent à résoudre des problèmes de logique, donc surtout des jeux finalement, donc les jeux d'échecs initialement, et ensuite le jeu de Go qui va résister un peu plus longtemps. Il y a une stagnation des avancées à ce niveau-là, notamment sur le plan pratique, liées aux limitations des puissances de calcul d'ordinateur, parce que je vais essayer de vous donner un ordre de grandeur tout à l'heure des nombres de calculs qui sont nécessaires pour des toutes petites opérations. C'est assez difficile à concevoir. Et globalement, c'est aussi lié au fait que les problèmes qui vont être à l'étude dans cette période, et qui le sont maintenant aujourd'hui aussi, des problèmes très complexes sur le plan informatique, puisque c'est la vision par ordinateur au sens large et la compréhension du langage naturel, qui sont des choses donc un peu difficiles. Début des années 2000, l'avènement d'Internet, l'avènement d'un nombre colossal de données qui transitent, et on commence à se dire qu'on pourrait peut-être utiliser ces données. Et donc, c'est le début du deep learning efficace, entre guillemets, dont on va reparler un peu après. Et aujourd'hui, cette année, donc l'année dernière, ChatGTP, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, qui sont plein d'algorithmes de génération de langage ou de génération d'images qui sont assez surprenants. Si vous n'avez pas encore joué avec, je vous invite à aller voir. Mais c'est assez bluffant, donc on va en parler un petit peu aussi. Quelques définitions ou de concepts, finalement. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un terme un peu fourre-tout, très très large, qui représente finalement le concept de créer des machines capables de réaliser des tâches qui normalement sont dévolues à l'intelligence humaine. Le premier niveau, donc il faut imaginer une espèce d'oignon, donc la couche superficielle, finalement s'appuie sur des principes de programmation assez simples, qui sont les boucles conditionnelles ou les arbres conditionnels, et globalement, c'est ni plus ni moins que des algorithmes qu'on utilise un peu au quotidien, nous, qui sont basés sur des recommandations d'experts, etc. Sauf que la seule chose, c'est qu'elles sont programmées. Donc, en fait, c'est le programme qui va dérouler ces algorithmes, mais il n'y a pas de notion d'apprentissage ou d'intelligence au terme d'apprentissage du terme. Donc, je vous ai mis
un truc complètement trivial, mais bon, voilà, globalement, voilà ce qui est programmé et voilà ce qui est considéré initialement comme de l'intelligence artificielle, même si c'est très, très, très sommaire. Ce qui devient intéressant, finalement, ce qu'on appelle le machine learning. Donc, c'est permettre à un ordinateur, un algorithme, un système d'apprendre sans qu'on lui ait dit exactement comment apprendre. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, ça, c'est la deuxième couche de l'oignon. Donc, ça se répercute sur tout ce qui va être ensuite. Mais c'est un apprentissage à partir de données. Donc, on fournit des données à un système, des données d'entrée, qui sont de nature très, très variable, mais auxquelles on va appliquer différentes fonctions pour les normaliser. On va en parler après. Et on souhaite avoir des données de sortie. Et donc, il faut aussi définir ce qu'on veut comme données de sortie. Est-ce que c'est une valeur numérique? Est-ce que c'est une catégorisation, une classification, des choses comme ça? Et l'idée, ça va être d'entraîner l'algorithme sur des données test, donc dont on connaît l'output, on va en reparler après, je vais arrêter de dire ça, et pour ensuite pouvoir utiliser cet algorithme qui a appris sur des données tests, sur des nouvelles entrées. Et alors, il y a plein d'algorithmes qui existent, et notamment pour cette couche de machine learning, c'est vraiment très basé sur des modèles statistiques finalement que vous avez probablement pour une grande partie des quelques exemples que je vous ai mis là déjà entendu parler, donc soit des régressions linéaires, quand la variable de sortie souhaitée c'est une variable continue, logistique quand on veut une variable catégorielle ou une variable binaire, les machines à vecteurs de support. Alors ça, c'est un terme un peu compliqué pour dire que globalement, il faut imaginer une espèce de nuage de points. Chaque point est une donnée. Et on va essayer de trouver, via des algorithmes de statistiques, une espèce de frontière qui n'est pas forcément une ligne, ça peut être une courbe, quand on s'intéresse à un donné avec une seule variable, qui va permettre de différencier, finalement séparer deux classifications. Donc, pour une fonction, une variable, c'est juste un trait ou une courbe. Quand on part sur deux variables, c'est un plan. On va essayer de trouver un plan, finalement, qui sépare en 3D plusieurs données et notre imagination ne nous permet pas de voir ce que c'est qu'un hyperplan, mais globalement, c'est le même concept appliqué à plus que 3 dimensions. Enfin, vous avez d'autres types d'algorithmes qui sont de clustering, donc création de nuages, on appelle ça comme on veut, et notamment le K-means, qui est assez intéressant puisque l'idée, c'est de façon itérative, il va travailler sur des données et progressivement, il va rapprocher celles qui se ressemblent et éloigner celles qui ne se ressemblent pas du tout. Vous allez vous retrouver, en fait, pareil, multidimensionnel, mais vous allez vous retrouver en fait avec des espèces de nuages de données qui ont des caractéristiques similaires et qui sont qui sont très éloignées d'entre elles si elles sont très différentes. Le machine learning, il y a 3 types d'apprentissage qu'on utilise principalement. Il y en a d'autres. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, l'idée, c'est d'entraîner un modèle avec des données dites labellisées. Données labellisées, c'est-à-dire c'est des données dont on connaît la véritable classification. Donc, il y a tout un travail, notamment, qui est très chronophage, qui est de labelliser ces données, c'est-à-dire dire, bon, ben voilà, ce patient-là, par exemple, si on reprend la base ADCAP, ce patient-là, il s'est compliqué, donc ça, c'est un patient compliqué. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe et dont vous allez voir après, les grandes entreprises se servent complètement de vous pour le faire parce que c'est un travail qui est, en tout cas, sur ce modèle-là, pas vraiment délégable à une machine. Donc, on labellise les données. Ensuite, on prend une partie de ces données labellisées dont on connaît l'output, qui vont servir d'entraînement, c'est-à-dire que l'algorithme va commencer avec des prédictions un peu aléatoires, on va l'entraîner et on verra après comment il peut se corriger. Une fois qu'on a une capacité à l'algorithme de bien différencier les différentes classifications sur ces données, on va lui faire le test sur une autre partie de ces données labellisées, mais sans lui dire en fait quelles sont les réponses et on va voir s'il est efficace. Et une fois qu'on est sur cette 3e étape où on teste en fait la validité du modèle, on peut utiliser avec toutes les réserves qu'il faudra prendre, commencer à utiliser ce modèle sur des données dont nous-mêmes on ne connaît pas l'output et c'est là où on utilise finalement les modèles entraînés de l'intelligence artificielle.
Donc, je vous disais, vous avez tous déjà participé à la labellisation de ces données si vous avez Internet, puisque CAPTCHA, ça veut dire Completely Automated Public Turing Test, to tell computers and human apart. Donc, globalement, Google, pour ne pas les nommer, et plein d'autres boîtes, utilisent finalement votre temps pour classifier des données et pouvoir faire de la reconnaissance d'image sur des données que vous avez labellisées. Donc, c'est coulé, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à labelliser les mêmes données et après, ils prennent l'avis de la majorité, mais voilà. Donc, ça, c'est des milliers d'heures de travail qui sont données gratuitement aux grandes entreprises. Tout ça pour dire qu'ils protègent les sites Internet. Bien sûr, ça sert aussi à ça, mais voilà, c'est assez intéressant de le savoir. Deuxième chose, apprentissage non supervisé. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de données étiquetées, on a juste une grande quantité de données. Et l'objectif, ça va être de trouver finalement des liens dans ces données, de faire du clustering, comme on en a parlé tout à l'heure avec le K-means, voilà, de réduire la dimensionnalité. Donc ça, c'est un gros terme pour dire qu'en fait, on va diminuer le nombre de variables, mais on va essayer via des algorithmes de garder finalement les vraies variables d'intérêt qui font qu'on ne perd pas vraiment d'informations, mais pour l'utilisation de ces données en termes de quantité de ressources, etc., ça permet d'être plus efficient. Et enfin, ça permet aussi cet apprentissage non supervisé de trouver, alors que par nos techniques standards, on n'aurait jamais fait de lien, trouver des associations entre certains points de données, certains types de données qui sont clairement pas évidents à l'œil nu. Troisième type d'apprentissage qui peut être supervisé ou non supervisé, c'est le reinforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement, qui introduit une notion de récompense. C'est-à-dire que l'agent, l'algorithme, le système, l'ordinateur, ce que vous voulez, en fait, va prendre des décisions, interagir avec son environnement et en fonction des décisions qu'il va prendre, il va avoir des récompenses ou des pénalités. C'est-à-dire qu'on va, tout est une histoire de fonction mathématique, mais globalement, il y a une fonction mathématique qu'on appelle souvent le fitness, c'est-à-dire qui va permettre de donner un espèce de score à l'action qui a été produite par l'algorithme. Et en fonction du fitness, du score de fitness, il va apprendre et changer ses décisions dans l'avenir. Ça a été utilisé beaucoup pour les jeux de plateau, totalement avec AlphaGo de chez Google. Et c'est pas mal utilisé aussi en robotique pour automatiser certaines tâches et éviter des obstacles et des choses comme ça. Et il y a un concept intéressant qui est un autre type d'algorithme et qui s'appuie aussi là-dessus, qui s'appelle le genetic algorithm. Donc, vous allez voir, si vous commencez à vous intéresser un peu à l'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même inspirées finalement de la biologie et du corps humain, avec toutes les limites que ça comprend. Mais globalement, le genetic algorithm, on va essayer de faire une tâche qui peut sembler triviale, mais par exemple, demander à un robot souvent, c'est fait par simulation. Par ordinateur, demander donc à un robot simulé par ordinateur de faire X ou Y tâches avec un score pour dire s'il a bien réussi ou pas. Et en fait, on va garder une partie des meilleurs, on va en générer 10 000 par exemple. On va en garder par exemple les 10 000 meilleurs qui ont eu la meilleure note finalement à la tâche qui est allouée. Et on va introduire des petites mutations comme pour la réplication cellulaire à ces 10 000 et on va leur refaire faire la tâche. Et génération après génération, avec l'introduction de petites mutations en fait dans leur code, les agents vont être de plus en plus efficaces. Ce qui devient très intéressant, probablement un peu complexe aussi, donc je vous demande de vous accrocher, c'est le deep learning, les réseaux de neurones profonds qui sont liés aussi sur le big data. L'idée, donc c'est encore une sous-catégorie de l'intelligence artificielle et c'est une sous-catégorie du machine learning et il va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels pour traiter des grandes quantités de données, pas forcément structurées. Donc ça se décompose en plusieurs choses. Donc l'input layer, les données d'entrée, globalement, c'est tout ce que vous allez fournir à l'algorithme en entrée pour faire son travail. À la fin, vous avez l'output layer qui sont finalement souvent c'est pour de la catégorisation pour vous donner un exemple, ou l'output layer c'est finalement les différents types de catégories possibles par rapport aux données que vous avez données en entrée.
Au milieu, il y a tout un tas de neurones interconnectés qui sont les hidden layers parce que finalement, ils sont entre les deux et qui vont travailler en fait entre l'entrée et la sortie. Il faut imaginer chaque neurone, donc chaque point, je vais vous montrer une image après, possède une valeur, ce qu'on appelle l'activation. C'est une valeur de neurone qui en général est comprise entre 0 et 1. On a aussi entre chaque neurone une connexion qui est le poids, donc le weight, qui est un paramètre qui va varier, qui relie en fait un neurone à un autre. Et enfin, vous avez un biais, qui est un autre paramètre mathématique, qui va conditionner l'activation ou pas du neurone de la couche suivante. Tout ça mis sur une fonction d'activation qui va prendre tous les autres paramètres en fonction et qui va finalement définir à quel point le neurone suivant de la couche suivante est activé. Je vous montre une image tout de suite parce que là, je sens que j'en ai perdu plusieurs. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, vous avez les couches d'entrée qui sont des valeurs qu'on définira tout à l'heure. À la fin, vous avez les couches de sortie qui sont finalement les différentes classes. Donc, pour vous donner un exemple, l'exemple le plus classique, c'est de reconnaître des chiffres écrits à la main par un ordinateur. Donc, en entrée, vous allez avoir finalement l'image qui a été dessinée. Et en fait, ce n'est pas vraiment l'image que vous allez avoir, c'est une traduction informatique de l'image. C'est-à-dire que vous allez avoir les uns après les autres toutes les valeurs de gris, par exemple, tous les pixels qui représentent l'image. Donc, si on prend par exemple une image de 28 par 28, ça fait 760, je ne sais pas combien, de valeurs en entrée. Donc, en entrée, vous allez avoir 760 valeurs. Toutes les connexions que vous voyez en fait entre ces 700 et plus valeurs initiales, ce sont les poids. Donc, c'est les fameux W, les weights, qui sont une valeur pareille qui va en fait influencer l'activation de la couche suivante. Et vous avez encore l'autre paramètre, les biais, dont je vous ai parlé. Fonction d'activation, la plupart du temps, alors il y en a plusieurs. La plus classique, c'est la fonction sigmoïde que vous avez en dessous, qui permet en fait de normaliser toutes les valeurs qu'on va avoir entre 0 et 1 et savoir à quel pourcentage finalement c'est activé. Ça va? Pas trop. Ouais. Bon, je continue. On va peut-être passer rapidement sur la suite. Globalement, la question, c'est comment les algorithmes peuvent apprendre avec ces réseaux de neurones. Il faut imaginer qu'en fait, l'algorithme à l'intérieur, je vais sortir un peu du truc parce que je pense que... Il faut imaginer que l'algorithme à l'intérieur, il comprend absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous lui demandez de reconnaître une image, il va pas reconnaître une image parce que la seule chose qu'il va avoir, c'est une liste finalement de valeurs, de poids, de variables, etc., qui va aboutir finalement à une valeur tout à la fin. Donc pour ça, il va mesurer en fait ce qu'on appelle le coût, c'est-à-dire, pour faire simple, la différence entre la prédiction attendue et la prédiction que lui a faite, notamment dans le cadre des données labellisées. Et plus ce coût, donc comme c'est une différence, c'est le carré de la différence, plus ce coût est important, plus ça veut dire que lui, il était à côté de ses points. Et donc, il va calculer par différentes fonctions comment est-ce qu'il peut réduire finalement ce coût. Et ça revient à chercher sur une fonction à un ou plusieurs paramètres le point le plus bas de la fonction, où le coût est le plus bas. Et c'est ça qu'on appelle en fait la descente de gradient, la gradient de descente, c'est de trouver en fait sur cette fonction qui va calculer le coût, la valeur la plus basse et qui correspond en fait à l'algorithme, enfin au réglage de l'algorithme, si vous voulez, le plus efficace. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour chacune les datas d'entraînement, c'est 10, 20, 30, 100 000 fois l'algorithme qui passe avec des données différentes. Donc, pour chacune des valeurs d'entraînement, et pour chacun des neurones, pour chacun des connexions et pour chacune des variables des connexions, il va faire un calcul. Donc, pour quelque chose qui est relativement simple, vous allez avoir des millions et des millions et des millions de calculs. Et c'est pour ça que finalement, c'est que depuis quelques dizaines d'années qu'on arrive en fait à utiliser cette technologie de façon efficiente alors qu'elle a été développée dans les années 80. Parce qu'en fait, ça demande une puissance de calcul très, très importante. Et l'apprentissage, alors que l'algorithme travaille toujours en ce qu'on appelle en feed-forward, c'est-à-dire
c'est-à-dire entrée, hidden layer et output. L'apprentissage, lui, il se fait ce qu'on appelle en rétropropagation, c'est-à-dire qu'on part des outputs, on regarde comment il faudrait modifier l'algorithme pour qu'il y ait une activation différente et on recule comme ça progression. Voilà. Optimiser le truc, en fait. Exactement. Mais ça demande des millions et des millions de petits calculs, mais qui, au final, sont... Je vous parle rapidement des différents types de réseaux de neurones. Alors, quand on commence à se plonger dedans, là, je vous en présenter 2 ou 3. Il y en a 150, 200, enfin, il y en a tous les jours qui sortent et c'est de plus en plus complexe. Souvent, ils sont associés entre eux. Et voilà. Le premier, c'est ce qu'on appelle les convolutional neural networks. C'est des réseaux de neurones qui sont spécifiques à la reconnaissance d'images. Alors, c'est au sens large parce que ça peut être d'images, de vidéos, de sons et de choses comme ça. Hein. Donc, comment on reconnaît un zèbre? Et oui. Voilà. Donc, nous, c'est avec nos yeux. Lui, c'est pas exactement ça qu'il va faire. Donc, il va traduire en fait cette image de zèbre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en chiffres, c'est-à-dire en valeurs. Donc, il faut imaginer, pour vous donner cet exemple-là, chaque pixel contient 4 valeurs, une valeur de rouge, de bleu et de vert, plus une valeur d'intensité lumineuse, donc de gris-blanc. Donc pour chaque pixel, vous avez 4 valeurs, et il y a des millions de pixels pour chaque image, donc ça c'est tous vos inputs. Il y a un système de convolution, c'est d'où le nom, qui va appliquer des fils progressivement en réduisant le nombre de pixels, tout en gardant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les principales caractéristiques pour pouvoir l'analyser. Ensuite, on va passer donc de stroke multidimensionnel à une seule dimension, c'est-à-dire juste une liste de valeurs. Et cette valeur, on va la rentrer dans un réseau de neurones un peu plus classique qui va nous permettre de faire une classification. Donc ça, c'est très utilisé, notamment, on va le voir après, en radiologie. Un réseau de neurones qui est hyper fascinant, c'est le Generative Adversarial Neural Network, donc les fameux GAN, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est un réseau de neurones qui finalement, c'est 2 réseaux de neurones qui s'affrontent. Et c'est assez intéressant. Vous avez un réseau de neurones qui, son objectif, ça va être de créer des images, par exemple, de plus en plus réalistes. Et l'autre réseau de neurones, ça va être de différencier les données synthétiques qui ont été créées de données potentiellement réelles. Et en fait, ils vont s'affronter l'un et l'autre. Et au fur et à mesure, ils vont donner des images de plus en plus réalistes. Et ça permet de générer des choses assez incroyables. Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est un truc qui a été généré sur 5 jours en entraînant sur une base de données d'animaux. Voilà à quoi ça ressemble. Ça commence par un bruit complètement aléatoire, si ça marche. Et progressivement, ils vont s'entraîner jusqu'à ce qu'on puisse avoir une image de quelque chose de très, très réaliste. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits défauts, mais plus on avance, plus finalement, les réseaux de neurones se sont Attends, il y en a un qui essaye de se rapprocher du truc et l'autre qui fait l'inverse, c'est ça? Il y en a un qui, son objectif, c'est de créer les données les plus réelles possibles. Ouais. Et l'autre, c'est un espèce de détective. Son objectif, c'est de réussir à différencier des données réelles des données synthétiques. D'accord. Et en fait, il s'ajuste progressivement jusqu'à donner finalement des choses, bon, parfois un peu bizarres encore, mais qui ressemblent à la vérité. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ça s'appelle This Person Doesn't Exist. Donc la personne que vous avez là, c'est quelque chose qui a été exclusivement généré par un algorithme et c'est une personne qui n'existe pas. Et si vous vous rendez sur ce site-là, c'est assez marrant, chaque fois que vous rafraîchissez la page, vous avez la photo de quelqu'un, mais cette personne n'existe pas. Et c'est vraiment des choses qui sont hyper réalistes, hyper flippantes. Et ça date déjà de 2019. C'est la société NVIDIA, qui est une société spécialisée en composants graphiques, etc., qui avait créé ça. Sûrs qu'elle n'existe pas. Parce qu'elle a été générée par un ordinateur. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Elle existe quand même, peut-être. En tout cas, exactement, elle n'existe pas. Ouais. Elle n'a pas été prise en photo. Non, exactement. Voilà. Mais probablement qu'elle n'existe pas quand même, parce que c'est plein de features qui sont prises de plein de millions et de millions de personnes différentes qui sont associées. Et ça, c'est un réseau de neurones adversarial qui a créé ces données. ChatGTP. Et pas 4GTP. Donc ça c'est un modèle de langage développé par OpenAI, qui est une boîte privée dont le CEO est Elon Musk et qui vient d'être acheté en partie pour 100 millions de dollars par Microsoft. Pour vous donner un peu le tableau, il y a des problématiques que ça peut engendrer pour la suite. Ça a été entraîné sur des grandes quantités de données textuelles, principalement en apprentissage supervisé. Et son objectif,
Le seul objectif de ChatGPT, c'est de prévoir le mot suivant en fonction de ce que vous lui avez dit avant. Donc, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'en fait, il y a différents types de réseaux de neurones qui sont associés, notamment ce qu'on appelle le modèle langage transformer qui va faire une espèce de mémoire à court, plus ou moins long terme pour se souvenir en fait quel était le contexte et pas trop dévier pour pas accumuler des erreurs qui fait qu'en fait il va être complètement à côté de la plaque et garder en mémoire finalement de quoi vous parlez. Je sais pas comme les réponses automatiques de Gmail là. Enfin, ça exactement. Ça. Bah, souvent c'est sur du natural language processing. Genre, il va te dire non, alors que comment il sait que non, tu l'as pas reçu quoi. Parce que c'est ce que tu réponds à chaque fois, c'est pour ça. Donc, c'est hyper puissant, mais ça a pas mal de limites. C'est-à-dire que ça a été fait sur des données, ce que je vous disais, labellisées, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, ChatGPT, qu'il y a eu la guerre en Ukraine, par exemple. Parce qu'il s'est entraîné uniquement sur des données avant 2022. Et donc, il s'améliore, il apprend en permanence sur les interactions, sur comment répondre, etc. Mais sur le contenu de ses connaissances, entre guillemets, c'est quelque chose qui est limité. Donc, ça, c'est l'algorithme qu'on appelle GPT-3, 3,5 d'ailleurs. Et il y a le 4e qui va sortir dans pas très très longtemps, qui lui aura la capacité d'apprendre en continu sur les données qu'il va trouver sur Internet en continu. Voilà, c'est assez puissant quand même, ChatGPT, si vous l'avez. Donc les applications, sens large, sens santé, puis après on en discute. En médecine, clairement, la première application qui s'est beaucoup développée, c'est en radiologie, donc sur la reconnaissance des images avec ce que je vous disais tout à l'heure, les convolutional neural networks, qui finalement permettent une interprétation, une classification d'images. Quand vous regardez sur PubMed, avant 2019, il y a déjà plus de 1200 références sur ces thèmes-là. Ça a été montré efficace en mammographie et dans les cancers du sein, notamment pour les dépistages. Il y a un essai actuel là, qui va commencer à Curie qui reprend exactement ce principe. En ophtalmo, sur les rétinopathies diabétiques, et finalement, tous, et en dermatologie aussi, la reconnaissance de type de lésion, etc., est très efficace. Il y a un concours chaque année, notamment, qui est organisé, qui s'intéresse au repli, la prédiction des replis des protéines. Alors, ça peut paraître très abstrait, mais c'est assez intéressant puisque c'est la base finalement pour trouver des nouvelles cibles moléculaires pour les médicaments, de retrouver des nouveaux médicaments. Et alors ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est extrêmement difficile de prédire comment vont se replier les protéines. Et donc chaque année, il y a un concours qui est organisé qui s'appelle le CASP. Et on voit là, c'était donc ces différentes équipes à travers le monde qui s'affrontent pour essayer sur certains exemples, dont on connaît le repli, mais on ne leur donne pas, de créer des algorithmes pour pouvoir trouver finalement le bon repli des protéines. Et donc, jusqu'en 2016, on était entre 30 et 40% de bonne corrélation en fait entre ce qui était proposé par les algorithmes et la réalité. Et en fait, avec l'avènement d'AlphaFold, qui est une équipe de Google, on se rend compte qu'en 2018, ils sont passés à plus de 60%, ce qui était déjà un bond extraordinaire dans le truc. Et en 2020, ils sont passés quasiment à 85 ou 86%. Donc, il y a vraiment eu une explosion des algorithmes et de leur efficacité. Et ça, c'est assez fascinant. Autre chose, BioGTP. Alors, vous allez me dire, je suis fasciné par GTP, mais globalement, c'est un truc qui est lancé par Microsoft, qui est encore en phase très bêta, mais c'est le même principe que ChatGTP, mais sauf qu'ils sont intéressés très spécifiquement à la littérature scientifique. Et donc, c'est utilisé pour répondre à des questions d'ordre biologique médical, avec une efficacité qui reste à prouver, mais qui a l'air très intéressante. Et aussi faire du text mining. Le text mining, qu'est-ce que c'est? C'est de réussir, toujours avec ces algorithmes de reconnaissance de langage naturel, à extraire des informations pas vraiment structurées, puisqu'en fait chacun écrit différemment, notamment dans les comptes rendus, des informations, de les comprendre et de pouvoir finalement les labelliser correctement. Et donc ça voudrait dire que par exemple, prenez tous les comptes rendus de la chaire thoracique et en fait en faisant travailler un algorithme qui est spécialisé en text mining, vous aurez de façon très précise et très accurate les données liées au patient, donc son âge, son poids, la durée de sa chirurgie, est-ce qu'il s'est compliqué, etc. Avec des informations qui sont soit clairement écrites, donc le patient c'est compliqué, ou alors juste en fait sur l'histoire, etc., il va inférer le fait de savoir si le patient c'est compliqué et correctement le labelliser alors que ça ne sera même pas écrit de façon noir sur blanc dans le dossier. En anesthésie,
médecine opératoire, il y a un énorme sujet finalement, et c'est le premier qui a été exploré, sur la médecine prédictive. Donc, normalement, je me serais appuyé sur la présentation de Franck, mais qui fera sa présentation un autre jour, donc je le laisserai en parler. Mais globalement, c'est surtout sur les grosses bases de données de réanimation anglo-saxonne comme Mini3, où ils ont fait tourner des algorithmes, ils ont pu commencer, avec toute la complexité que ça prend, mais à développer des algorithmes prédictifs. Donc finalement, avec les données du patient initial, prédire de façon relativement précise qui allait se compliquer, enfin avec certains items. Il y a aussi des projets plus proches de nous sur la trauma base, un projet qui s'appelle Traumatrix, qui pareil s'intéresse, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais voilà, qui s'intéresse voilà, à créer à développer des modèles prédictifs sur le devenir de ces patients. Les travaux qui ont été réalisés sur les boucles fermées, c'est surtout de l'intelligence artificielle de niveau 1, entre guillemets, c'est-à-dire sur des algorithmes avec des choses prédéterminées. Et il n'y a pas vraiment d'apprentissage, notamment pas d'apprentissage en direct sur la boucle, sur ce que fait le malade, etc. Mais c'est possiblement à venir, ça, parce que c'est un grand champ d'études qui est possible. Et autre item assez à la mode, notamment chez nous en périopératoire, c'est la prédiction de l'hypotension artérielle. Vous avez un papier qui date déjà de 2018, qui avait évalué sur plus de 1000 patients et 500 minutes de données de pression artérielle invasive. Donc, c'est des millions de points de données. Voilà, la détection jusqu'à 15 minutes avant, hein, voilà, mais avec des bonnes sensibilités et spécificités. Donc, ça, c'est probablement quelque chose qui va être à moyen, voire court terme, intégré dans nos scopes, je pense, et qui va... Sur l'HPI sur les hémosphères. Pardon ? Il y a l'HPI sur les hémosphères, c'est ça. Oui. Mais alors, je ne sais pas exactement si c'est les mêmes algorithmes. Minutes, hein. Non, ils sont à combien ? Ils sont entre 5 et 7 minutes. Ouais. C'est quoi HPI ? C'est la prédiction des événements hypotentiels. Ah, d'accord. C'est pareil sur du monitoring continu. J'imagine que derrière, il va y avoir ce type de technologie. Tout à fait. Il y a les électrocardiogrammes, AFA, bon, c'est plus longtemps. Ouais. Ça, c'est avec enfin voilà, ça a été de l'apprentissage, typiquement un apprentissage supervisé. On lui a filé des millions de CG de FA et il arrive à reconnaître les déchets. Et plus proche de l'anesthésie pure, et qui sont en cours d'implémentation, mais surtout en partenariat avec l'industrie, vous avez des reconnaissances, notamment pour l'échocardiographie. C'est une boîte de Bordeaux qui a implémenté ça, qui vous permet de savoir quelle est la qualité de la coupe que vous avez pour l'écho-cœur et pour savoir si vos mesures vont être valides ou pas. Et il y a aussi un travail qui est fait notamment sur l'identification des structures nerveuses en ALR. Mais pareil, la grosse difficulté de ça, c'est qu'il faut labelliser les données et avec tout le temps et la difficulté potentiellement que ça prend. Donc ça reste des champs d'exploration, mais qui ne sont pas tout à fait matures, je dirais encore, mais qui, à mon avis, le seront à court terme. Du coup, j'ai posé la question à ChatGPT des implications de l'intelligence artificielle en anesthésie et en réanimation. Et il ne dit pas que des trucs stupides, finalement. Alors, c'est un peu des portes ouvertes, mais c'est relativement juste. Donc, il parle de prédiction de risque, notamment des complications post-opératoires, en analysant les données en live des différents patients. L'assistance à la décision, donc, avec des données en temps réel, via de multiples canaux. Optimisation des procédures. Alors là, il partait plutôt des chirurgiens, alors que je lui ai demandé plutôt sur l'anesthésie, mais bon, voilà, il nous parle des chirurgiens, sur les trajectoires de navigation et l'anticipation des potentielles complications. La surveillance, la surveillance, donc en temps réel. Donc, il alerte les médecins, c'est plutôt sympa. Et la simulation, donc des procédures chirurgicales avec une prédiction des résultats et des événements qu'ils peuvent avoir en opératoire pour permettre une meilleure planification et exécution dans les tâches. Je vais vous montrer un truc que j'ai vu passer et qu'utilise ces algorithmes d'intelligence artificielle qui s'appelle le video magnification et qui a été utilisé donc par ce jeune homme là qui est un mathématicien anglais qui fait des vidéos sur YouTube qui sont assez passionnantes et qui vous montre à quel point en fait ces algorithmes, une fois qu'ils vont être implémentés de façon globale, vont pouvoir changer un petit peu la manière même dont on monitore les gens.
puisque la vidéo magnification, c'est un algorithme qui va, sur certaines fréquences, augmenter les mouvements perçus par des caméras, mais lambda, donc pas forcément des caméras haute vitesse ou quoi que ce soit, et qui va nous permettre d'en sortir des informations qui, par ailleurs, seraient pas à notre portée, quoi. Donc, ce que vous allez voir, c'est son poignet, avant et après magnification. Donc ça, c'est son poignet. Voilà. Et là, on est sur de la magnification de mouvement. Donc, c'est valable pour plein de choses. Donc, vous avez notamment là, c'est juste pour le monitorage du pouls. Il y a des équipes du MIT qui ont aussi fait ça sur les changements de couleur imperceptibles, notamment du visage, alors des nouveau-nés ou des gens, pour, pareil, mesurer le pouls et mesurer la saturation. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, rien ne change. Et vous, alors, je n'ai pas les images là, mais vous voyez qu'en augmentant de façon majeure les changements d'image, on se retrouve avec des... C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui probablement, dans un futur moyennement proche, va être intégré en fait à nos scopes. Qu'est-ce que je raconte? Les limites. Donc il y a pas mal de limites à l'intelligence artificielle. Donc au-delà du limite de savoir comment ça fonctionne, comment ça existe, c'est des limites éthiques principalement, avec la transparence et la responsabilité. Donc il va y avoir des décisions prises par des systèmes d'intelligence artificielle, mais il faut absolument qu'on puisse tracer, comprendre, au moins rétrospectivement, comment elles ont été prises. Il y a vraiment un concept de ce qu'on appelle de boîte noire qui peut être assez dangereux, où finalement vous donnez quelque chose à l'algorithme, il vous ressort quelque chose et en fait personne n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il faut absolument que finalement ça soit quand même des systèmes assez ouverts pour qu'on puisse comprendre et voir comment ça se passe. Comme pour tout RGPD, il y a un problème de confidentialité et notamment sur les données personnelles, les données privées liées à ces systèmes qui finalement, c'est souvent des entreprises privées, les fameux GAFAM qui sont à la pointe de ces applications. Et pour vous donner un exemple, il y a un algorithme qui s'appelle Copilot, GitHub Copilot, qui pour ceux qui font un peu de programmation, vous mettez les 3 premiers termes de votre programmation et il vous code quasiment instantanément en devinant ce que vous allez écrire, l'ensemble de la fonction informatique que vous aviez prévu de coder. Ça marche très bien pour R, ça marche pour Python, pour faire des stats, pour tout ce que vous voulez. Le problème que ça pose sur le plan éthique, c'est que cet algorithme a été entraîné sur un site internet qui s'appelle GitHub, qui collecte en fait l'ensemble du code écrit par des programmeurs et qui ne sont pas forcément libres de droit, libres de source. On peut les considérer, on peut les voir, on peut les utiliser, mais pas forcément à des fins commerciaux. Et finalement, vous allez avoir du code qui va être le code de personne, puisqu'il a été généré par une intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle, elle s'est entraînée sur quelque chose qui était propriétaire. Donc, il y a une vraie question éthique aussi là-dessus, puisqu'en fait, vous allez utiliser le travail d'autres, même si ce n'est pas complètement directement. La responsabilité sociale, c'est finalement ces entreprises dont on parlait. Il faut vraiment qu'elles réfléchissent en amont sur les conséquences que va avoir l'utilisation de ces intelligences artificielles, parce qu'elles vont profondément changer notre société, profondément changer le monde dans lequel on vit, sans vouloir faire de grandiloquisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir à long terme. Et bon, on n'est pas encore dans un scénario à la Terminator, hein, très loin de là, mais il faut, en tout cas, c'est ce qu'on pense, qu'il faut qu'il y ait toujours un contrôle humain, finalement, sur ces intelligences artificielles pour garder la prise de décision finale par les humains. Et les considérations que je vous ai dit, donc transparence et éthique, notamment pour les IA autonomes. Tu parlais tout à l'heure, c'était intéressant, des chatbots qu'on peut trouver sur différents sites internet qui discutent, etc. Alors souvent, ce n'est pas vraiment des IA, mais les quelques-uns qui sont dans les IA, si vous parlez 10-15 minutes avec eux, vous pouvez très facilement finir par leur faire dire des horreurs, des trucs complètement racistes, des trucs xénophobes, des appels au meurtre, etc. Donc il y a toute une dimension aussi, non mais c'est vrai, et c'est hyper rapide, et voilà. L'autre limite qu'il y a, c'est que, vous l'avez bien compris, les algorithmes, en fait, vous leur donnez des données qui, vous, ont un sens, mais pour elles vont être transmises par des chiffres, des numéros, des choses comme ça, qui n'ont aucun sens visuel, pour reprendre l'exemple des images. Et il y a des algorithmes qui ont été créés pour notamment les bagages quand ils passent sous les portiques de sécurité pour analyser
les bagages quand vous prenez l'avion. Et en fait, en manipulant de façon, quand vous avez, certains hackers, en comprenant comment fonctionnait l'algorithme, en manipulant quelques pixels qui pour vous sont imperceptibles, vont transformer la classification d'une AK-47 en un doudou format tortue. Donc, il y a un vrai risque aussi de s'appuyer trop fortement sur ces intelligences artificielles parce qu'elles ont quand même des limites importantes. Regardez le mec qui met la valise. Il faut potentiellement... donc voilà, donc il faut être conscient, de ces limites, quoi. Donc en conclusion, c'est un peu bateau, mais voilà, c'est que donc il va y en avoir dans tous les domaines. C'est déjà le cas, mais ça va l'être. Vous l'avez compris, les données, c'est le nerf de la guerre, puisque pour l'instant, les algorithmes les plus performants nécessitent énormément de données, même si c'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus de nouveaux algorithmes qui, à partir de quelques photos, peuvent vous faire ce qu'on appelle les deepfakes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou globalement, vous allez coller en fait le visage de n'importe qui sur quelqu'un d'autre. Donc, vous avez des deepfakes visuels. Donc, vous voyez vraiment, par exemple, Barack Obama qui est discuté alors que ce n'est pas du tout lui qui a parlé. Et maintenant, il y a de nouveaux algorithmes qui, avec une séquence de 20 secondes de parole, peut refaire entièrement votre voix sur n'importe quelle discussion. Donc, les algorithmes les plus récents vont avoir besoin de moins en moins de données pour extrapoler et faire des choses vraiment très, très convaincantes. Et d'ailleurs, pour la guerre en Ukraine, il y avait eu un deepfake extrêmement convaincant du président ukrainien qui appelait tous les Ukrainiens à se rendre immédiatement sans sommation, alors que clairement, il n'avait jamais dit ça. Domaine de santé, donc ça ne sera pas épargné, et au contraire, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose. Et concernant l'anesthésie-réanimation, on ne va pas être remplacé, c'est mon avis là que j'exprime, mais on ne va pas être remplacé tout de suite par les algorithmes d'intelligence artificielle, mais par contre, ce qui est sûr, et ça c'est vrai pour tout, ceux d'entre nous qui ne vont pas embrasser ces algorithmes et avoir un minimum de compréhension de comment ils fonctionnent pour avoir un œil critique, au même titre qu'on peut avoir un œil critique sur la littérature en ayant des mini-bases de lecture critique d'articles, de stats, etc., vont être très, très, très rapidement dépassés. Et donc, c'est hyper important, à mon avis, d'avoir une idée du fonctionnement global, ce n'est pas la peine de connaître les fonctions mathématiques, etc., mais de ces algorithmes, de connaître leurs limites, pour pouvoir les utiliser et les intégrer progressivement dans notre pratique, parce que ça va vraiment, je pense, dans les années à venir, changer énormément de choses, et il ne faut pas rester sur le côté de la route. Voilà. Merci. Je suis désolé si je vous ai perdu en cours de route.